on voit bien qu'il faut faire quelque chose. Alors, je me concentre un instant sur le prix des médicaments. Quelques pistes, néanmoins, à les rencontrer selon leur efficacité par groupe de patients, etc. Je comprends total. Si on se met en plus à avoir des prix différenciés selon les patients, on va bien. Déjà, le coût des médicaments innovants, il est élevé parce qu'il y a beaucoup de recherche et développement, parce que le temps de développement de ces médicaments est long, parce que le marché n'est pas si important que ça. Quand vous prenez l'oncologie, par exemple, vous regardez ce qui se fait dans le domaine des thérapies ciblées ou plus encore de l'immunothérapie, on voit qu'on a des coûts de développement qui sont des investissements qui sont très, très importants et des populations cibles qui sont moins importantes que lorsqu'on mettait sur le marché des médicaments dans les années 80 ou 90. On se focalise beaucoup sur la question du prix, ça n'est pas illégitime, bien évidemment, il y a des pistes pour essayer de réduire les prix des médicaments. On peut par exemple avoir des prix différenciés en fonction de groupes de patients. On peut aussi introduire davantage de concurrence, notamment de concurrence internationale. C'est ce à quoi devraient servir des traités comme le traité transatlantique, par exemple. Moi, je pense qu'il y a aussi une réflexion intéressante à avoir sur la question des brevets. Je pense que la protection sur les brevets des médicaments n'est pas optimale aujourd'hui et qu'il faudrait peut-être la renforcer ou l'allonger même pour inciter les industries pharmaceutiques à diminuer un petit peu leur prix sur longue période. Mais ce que j'ai quand même envie de dire, c'est que la réflexion sur le prix des médicaments, elle ne suffit pas. C'est-à-dire qu'il faut avoir une vision un peu plus systémique des choses. Les médicaments innovants, ils sont chers, ils vont rester chers. Ils seront peut-être un peu moins chers à l'avenir, mais ils vont rester chers. Et donc, si on veut faire en sorte que ce soit absorbé par le système, c'est-à-dire que tous les Français puissent avoir accès à ces médicaments, il faut avoir une réflexion plus globale sur la productivité, sur l'efficience du système de santé. Oui, de toute façon, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix parce que si on veut faire en sorte que tout le monde ait accès à la sécurité sociale dans 10 ou 15 ans, il faut bien réduire ses déficits. Il ne faut pas courir le risque de mettre le système dans une situation financière qui serait dangereuse. Donc il faut réduire les déficits et c'est justement la question de l'efficience du système de santé. Il y a énormément de choses à faire. Il y a beaucoup d'inefficacité aujourd'hui dans notre système de santé. Alors je ne vais pas les lister là, mais en termes de rémunération, en termes de rôle de l'hôpital, on a un système qui est beaucoup trop centré sur l'hôpital, on a des rémunérations qui ne sont pas incitatives. Donc il faut faire évoluer tout ça. Ce sont des sujets d'ailleurs qui sont bien documentés, sur lesquels il y a beaucoup de travaux, y compris des travaux académiques. Et c'est justement en faisant ces progrès et notamment en utilisant les nouvelles technologies, je pense par exemple, c'est pas le seul sujet, mais par exemple à la médecine à distance, c'est en utilisant tout ça qu'on fera des économies qui nous permettront d'absorber le coût d'innovation en fond, c'est-à-dire d'absorber le fait que ces médicaments aujourd'hui ils sont chers et que dans le même temps on a envie que tout le monde y ait accès. Alors, hiérarchiser les pathologies, certainement pas. En revanche, pour être un peu désagréable, je pense qu'il va falloir qu'on ait un débat en France sur ce qui relève de la solidarité, ce qui relève de l'assurance. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose que petit risque, gros risque. Le débat a été posé ces dernières semaines en termes de petit risque versus gros risque. Je pense que c'est pas la bonne façon de poser le débat dans la mesure où en réalité on a beaucoup de mal à comprendre quelle pourrait être la frontière entre les petits risques et les gros risques, tout simplement parce qu'un petit risque peut se transformer en gros risque. Donc c'est très difficile, je trouve, de raisonner dans cette façon-là. En revanche, se dire qu'est-ce qui relève du domaine de l'assurance, qu'est-ce qui relève du domaine de la solidarité, et c'est ça d'ailleurs qui permettra de clarifier le rôle des complémentaires santé, qui aujourd'hui sont des sortes de voitures balais du système, mais je pense qu'il ne faut pas qu'elles le restent. On peut les utiliser entre guillemets de façon beaucoup plus efficace, et donc il va falloir se dire non pas qu'est-ce qu'on rembourse ou qu'est-ce qu'on rembourse pas, ou qu'est-ce qu'on soigne et qu'est-ce qu'on soigne pas. C'est absurde de raisonner de cette façon-là, mais qu'est-ce qui est pris en charge par un système de solidarité qui est l'assurance maladie, et qu'est-ce qui est pris en charge par les mutuelles, par les complémentaires santé, par les assurances, avec des mécanismes économiques qui sont ceux de l'assurance, c'est-à-dire une tarification qui dépend du risque et non pas simplement du revenu. Et ça, en revanche, ce débat, il faut absolument qu'on l'ait. Sinon, on va se retrouver dans un système un peu à l'anglaise, où du coup, on remboursera toutes les pathologies courantes, mais quand on a une grosse pathologie avec des traitements chers qui vont arriver, on pourra plus les rembourser.